Bienvenue pour cette exploration de l'actualité spatiale. On s'appuie aujourd'hui sur les infos du Journal de l'espace. Programme chargé, hein. Ah oui, bonjour, j'ai effectivement. On va regarder de près Blue Origin et ses projets pour ravitailler la Lune, puis décrypter ces explosions cosmiques, là, les FLBOT. Oui, ça a l'air fascinant, ça. Très. Et ensuite, on découvrira un avion spatial néo-zélandais un peu spécial. Et on finira sur Apophis, l'astéroïde et une occasion scientifique à ne pas manquer. Ok. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière les gros titres. Alors, allons-y. On commence par Blue Origin et leur fameux transporteur lunaire. C'est une sorte de camion-citerne spatial, c'est ça? C'est exactement ça. C'est une pièce, disons, maîtresse pour le programme Artemis de la NASA. Sa mission, transporter des ergols cryogéniques. Ergol cryogénique, donc hydrogène et oxygène liquide. Oui, très très froid. Il faut les amener de l'orbite terrestre jusqu'à l'orbite lunaire, et là il ravitaillera l'atterrisseur, le Blue Moon, avant qu'il descende sur la Lune. Mais, Garder de l'hydrogène liquide, c'est à moins 253 degrés, c'est ça, hmm, dans l'espace pendant des semaines, sans qu'il s'évapore, ça me paraît dingue. ah ben oui, moins 253 degrés. C'est un défi technique, mais alors majeur. Le fameux zéro boil-off, zéro évaporation. Personne n'a encore vraiment fait à cette échelle, sur cette durée. D'accord. Alors Blue Origin, il développe tout un système de refroidissement actif. Panneaux solaires, radiateurs, c'est absolument crucial si on veut une présence durable et surtout un peu économique sur la Lune. Parce que, bon, envoyer chaque kilo là-haut, ça coûte une fortune. Et j'ai lu aussi que ce transporteur, il réutilise des éléments de leur fusée New Glenn. C'est juste pour les coups ou il y a autre chose? C'est plus stratégique que ça. Alors oui, bien sûr, utiliser les mêmes réservoirs de 7 mètres que l'étage de New Glenn, ça réduit les coûts, ça accélère la production, c'est logique. Oui. Mais pour la NASA, c'est aussi hyper important d'avoir une alternative à SpaceX. C'est une question de sécurité et de redondance, pour être sûr d'avoir des humains sur la Lune après 2030. D'accord, je vois. En fait, Blue Origin, ils ne font pas que construire un réservoir, ils posent les bases d'une logistique future, peut-être même d'une économie lunaire. On verra bien. Le premier vol du Blue Moon, sans personne à bord, est prévu fin 2025. Et l'atterrissage avec équipage, ce serait vers 2029. Très clair. Allez, on change complètement de sujet. Les FFBT, ces flashs bleus hyper brefs, hyper lumineux. Qu'est-ce qui les rend si bizarres, ces phénomènes? Ben, ce sont des événements vraiment extrêmes. On vient juste d'en détecter un nouveau qui ressemble beaucoup au premier qu'on avait bien vu, AT 2018 CO. Ah oui, Oui. Et grâce aux télescopes qui réagissent très vite et aussi à l'intelligence artificielle, on l'a repéré super tôt. Ce qui est fou, c'est ce qu'on voit juste après le flash lumineux. Une émission de rayons X très intense et puis un jet de matière relativiste, relativiste. Ça veut dire quoi ça? qui va hyper vite. Exactement. Un jet de matière éjecté à une vitesse proche de celle de la lumière. Et celui-là, il semblait pointer droit sur nous. Incroyable. Et de sa matière dans ce jet surpuissant. Waouh. Une autre idée, c'est une étoile qui se fait déchirer par un trou noir de masse intermédiaire. C'est moins sûr, mais c'est une piste. Et au-delà du spectacle cosmique, pourquoi on s'y intéresse autant? C'est quoi l'enjeu? Ces LFBT pourraient nous apprendre que certains trous noirs ou étoiles à neutrons naissent beaucoup plus vite et violemment qu'on le pensait. Ça peut changer pas mal de choses dans nos modèles d'évolution stellaire. D'accord. Ils ont aussi pu jouer un rôle dans, l'ensemencement de l'univers en éléments lourds. Et puis les chercher, ça nous pousse à développer des télescopes, des algos plus performants. Donc c'est bon pour toute l'astro, quoi. Ok. Bon, changement d'échelle radicale là. Direction la Nouvelle-Zélande. Aurora, un avion spatial suborbital de la start-up Dawn Aerospace. Et le truc, c'est qu'il est en vente. Carrément. Oui, c'est ça qui est original. C'est un engin automatique, hein, pas de pilote. Il est conçu pour être réutilisé plusieurs fois. Par jour. Par jour, Oui. il peut monter à 100 km, la fameuse ligne de Kármán, la frontière de l'espace, à Mach 3,5, avec 10 kg de charge utile. Mais son gros point fort, c'est qu'il utilise des pistes d'aéroport normales. Pas besoin de toute la logistique lourde d'une base de lancement. Attendez, mais on vend un avion spatial comme ça sur catalogue? C'est pour qui ce genre d'engin? Bah, l'idée, c'est de le vendre direct aux utilisateurs. Des universités, des labos, des entreprises. Ah, d'accord. Qui veulent faire des expériences en microgravité, tester des composants pour satellites, étudier la haute atmosphère, ce genre de choses. En gros, c'est une façon de rendre l'accès à l'espace suborbital beaucoup plus simple, plus fréquent. Côté technique, c'est un moteur fusée assez simple à remettre en état et une structure légère en composite. Livraison prévue pour 2027. Fascinant. On termine avec l'astéroïde Apophis,
Avril 2029, il passe tout près de nous, 32 000 km. Pas de risque d'impact, c'est sûr, mais une occasion scientifique en or. Pourtant, il y a un souci, c'est ça? Oui, le souci, c'est le temps. Le temps qui file. On a à moins de 4 ans de ce passage et il n'y a aucune mission qui soit validée, financée, prête à aller observer Apophis pendant qu'il sera au plus près. Ah bon? Et c'est pourtant là, à ce moment précis, que la gravité de la Terre va le secouer, quoi. On s'attend à ce que sa rotation change, peut-être même qu'il y aura des glissements de terrain à sa surface. C'est ça qu'il faudrait voir en direct. Mais il y a quand même des projets. J'ai entendu parler d'Osiris-Rex, de la mission européenne Ramsès, et même de sondes qui seraient déjà prêtes. Oui, alors Osiris-Rex, qui s'appelle maintenant Osiris-Apex, elle ira bien voir Apophis, mais ce sera après le passage rapproché. Ramsès, la mission européenne, elle est bien prévue pour observer pendant. Mais la décision finale pour son financement, c'est seulement en novembre 2025. C'est un peu juste. Ah oui, c'est tard. La solution qui serait rapide, économique, ce serait d'utiliser 2 petites sondes. Janus, elles existent, elles sont construites, payées, elles sont au garage depuis que leur première mission a été annulée, on pourrait les envoyer, elles. Et pourquoi c'est si crucial de l'observer en direct? C'est pas juste de la curiosité de scientifique. Non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment pour la défense planétaire. Voir en direct comment la structure d'Apophis, sa trajectoire, réagissent aux forces de marée de la Terre, ce serait comme un test grandeur nature. Je vois. Ça nous donnerait des données, mais précieuses, si un jour un autre astéroïde, peut-être similaire, menaçait vraiment la Terre. Rater cette occasion d'observer ça de près, ce serait vraiment dommage. Bon, on a donc un paysage spatial très dynamique. Blue Origin, qui prépare l'infrastructure lunaire, des explosions cosmiques qui nous font revoir nos modèles, l'accès à l'espace qui se démocratise par le bas, et puis cette course contre la montre pour un rendez-vous capital avec Apophis. Tout à fait, et tout ça, de la grosse logistique spatiale à l'observation de l'infiniment lointain ou du danger proche, ça soulève une question de fond, je trouve. Oui, une question pour réfléchir après. Toute cette accélération technologique là qui nous permet à la fois de construire plus loin, mais aussi de voir plus finement ce qui nous entoure, comment ça transforme notre rapport à l'univers? Est-ce que ça nous donne un sentiment de puissance, ou au contraire ça nous fait prendre conscience de notre fragilité?